C'est quoi les nuances entre les accents du Maghreb? Peut-être pas tous les faire, mais... Alors, les c'est Tunisiens, compliqué. quand ils parlent, ils ont tendance à chanter un petit peu. Quand ils parlent un peu comme ça. Ouais. Ensuite, les Algériens, ils sont un petit peu plus énervés. Ah la belle! Il y a beaucoup les Tunisiens, ils viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. C'est déjà un peu plus tendu. Il y a tout. Et puis, il y a les Marocains. Alors, les Marocains, quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah frasek, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Donc, c'est les nuances dont je parle dans mon spectacle et finalement qui font rire tout un chacun parce qu'ils se reconnaissent. Ouais, mais votre pays en fait de rêve, ce serait la Mauritanie alors, non? Karim Misquet, blanc, noir, arabe et pas arabe. J'aimerais beaucoup y aller, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je sais que j'ai des fans même en Mauritanie qui m'ont déjà écrit. Alors je vois le regard intrigué de certaines personnes qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça. C'est pas carnaval, en fait, c'est juste parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Quoi, ça existe? Au grand désespoir de ma mère qui pétait les plombs chaque fois qu'elle me voyait habillée comme ça. Mais pourquoi tu t'habilles comme les kahlouches? Mais t'es pas une kahloucha, non? Et t'es crois c'est un foulard, ça? N'importe quoi, n'importe quoi. On suit le destin de ce piano oriental inventé par Abdallah Kamanja à la fin des années 50. Et le récit de ce piano est entrecoupé de courts récits autobiographiques où j'explore mon rapport à mes langues maternelles. C'est un pont entre les deux rives de la Méditerranée? Oui, entre deux façons d'envisager le monde, le rapport aux autres. Ça apporte aussi une souplesse qui fait qu'on peut peut-être parfois contourner certaines choses. Et ça rappelle d'ailleurs la trompette à quart de ton du père du musicien Ibrahim Mahalouf. La démarche est un peu atypique puisque nous avons décidé d'aller à l'encontre des hommes religieux, des cheikhs, des imams, des autorités religieuses musulmanes et de leur poser la question quelle place prendrait la musique actuelle et la danse contemporaine dans l'islam. Si cette place existe, à quoi ressemblerait-elle? Et donc, ce que nous avons fait, nous sommes allés les interroger, bien évidemment, mais nous avons aussi pris une vidéo avec nous d'une danse et d'une musique que nous avions écrit et composée en 2010. Et nous leur avons montré cette vidéo où, en fait, Nancy danse sur une musique que j'ai composée. Donc, il s'agit de danse contemporaine, il s'agit de musique actuelle, musique électronique. Paris, au-delà d'être une ville, elle est un symbole. Paris, depuis 150 ans maintenant, c'est une ville qui attire les artistes du monde entier, qui attire aussi les gens blessés du monde entier. Moi, j'ai eu la chance à Paris de rencontrer des Afghans, des Pakistanais, des Algériens, enfin des gens venus du monde entier qui viennent ici parce qu'ils sont soit homosexuels, soit parce qu'ils se réfugient de pays où il y a la guerre et tout, et que Paris les accueille et leur donne accès à des choses extraordinaires qui sont la culture, la musique, la danse. Je voudrais que les Syriens, s'ils peuvent voler, qu'ils volent et qu'ils ne restent pas, parce que je préfère Syrie vide qu'un Syrie plein de tombes. Comment s'est passé le tournage, Farouk Atik, de ce documentaire? On sait très bien que les journalistes, y compris occidentaux, sont devenus des cibles pour ce genre d'organisation. Comment vous y êtes-vous pris? Comment avez-vous réussi à tourner au plus près de cette brigade djihadiste? Alors d'abord, il faut savoir qu'avec Yassine Benrabia, avec lequel nous avons réalisé ce documentaire, nous étions en contact avec Abou Mohamed El-Halapi, donc le chef de cette organisation Ansar al-Aqida depuis plus de 2 ans maintenant. Nous avions déjà tourné à ses côtés, à Alep notamment, au plus fort de la crise en 2012. Nous avons simplement maintenu le contact, que nous avons réactivé il y a quelques mois. Et vous l'avez bien mentionné, effectivement, c'est extrêmement difficile pour des journalistes étrangers ou non de pénétrer dans ce pays parce que la situation est extrêmement volatile et qu'on sait, avec les derniers événements qui s'y sont produits, que les journalistes sont la cible de certaines organisations, de certaines brigades. L'infiniment petit me passionne, c'est-à-dire que ce soit pour la précédente pièce que j'ai nommée Corbeau, où c'est une performance avec 40 femmes des environs de Marrakech, ou que ce soit celle-ci qui sont les fourmis, je me passionne pendant un temps à observer vraiment comment les choses se font, et c'est assez incroyable la manière dont ça s'organise. J'ai grandi avec ma mère et c'est elle qui m'a un peu
tout montrer. Ouais. Et donc je me suis dit que c'est une sorte d'hommage à ma mère et à toutes les femmes qui jouent aussi le rôle du père qui parfois. jouent aussi le rôle du père, et c'est très souvent le cas au Maroc. Le problème, c'est que les questions des droits sexuels et reproductifs, donc qui englobent la liberté sexuelle également, ne sont pas une priorité pour les associations marocaines. Les associations des droits humains au Maroc, les associations féministes, etc., les militantes et les militants considèrent que c'est secondaire. Ouais. Or, notre message principal, c'est que les droits humains, pour nous, sont universels. Les droits humains sont indivisibles et interdépendants. La commande des Émiriens était simple. En s'adressant au Louvre, c'était de recréer, au milieu de la péninsule arabe, un musée universel sur le modèle sur lequel le Louvre a été créé à la Révolution française. Ça veut dire que ça n'est pas le modèle d'un musée national devant refléter l'identité nationale. Mais pour le XXIe siècle et les siècles à venir, recréer dans cette partie du monde le reflet de ce qu'on considère être la culture de l'humanité dans ce musée-là. Parce que j'ai une tête d'arabe, est-ce que j'ai vraiment une culture d'arabe? Et c'est ça justement aussi que je vais poser en question, la question de la représentation. Ce que je représente est-il réel, sachant que tout mon travail relève du faux? J'ai trouvé cette fille qui court, pas loin de Nablus. J'étais fascinée par son visage, par son corps, pour tout. Ouais. Alors, justement, ça m'a poussé de faire quelque chose sur elle. Voilà. D'autant plus fascinant que la fille dont vous parlez, elle a tout juste 22 ans lorsqu'elle devient la première femme palestinienne à représenter les couleurs de la Palestine aux Jeux Olympiques. C'était au JO de Londres. Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette fille dont vous parliez, on la regarde. Voilà. هذه خلال مشاركتي في سباق 800 متر بأولمبياد لندن. يعني إحساس لا يوصف لأنه صعب أوصف هذا الإحساس. إشي من الخوف، إشي من المسؤولية الكبيرة. أنا كنت منكرة إيدي على شكل علم فلسطين. حبيت أمنكر إيدي، أنا ما بمنكرش أصلاً، ما بحبش المناكير، بس حبيت أعمل إشي يعني بين علمي، بين علم فلسطين. Hassan Falhani, vous faites partie de cette génération en Algérie qui était en pleine enfance quand le pays sombrait dans la guerre civile, ce qu'on appelle la décennie noire, avec ces attentats quasiment quotidiens, ces images terribles aussi de décapitation. Les Algériens ont connu cela très tôt, dans les années 90. Que ressentez-vous aujourd'hui, après ce carnage à Paris? L'Algérie et la France partagent des liens historiques. Les plaies sont réouvertes et après, le terrorisme partout dans le monde tel qu'il est essaye de supprime des vies humaines, mais aussi joue sur le vivre ensemble. Et c'est ce qui est en péril aujourd'hui. Un concert, un stade de foot, des rues, des terrasses. Un bar kabyle, dites-vous. Oui, le Carillon, par exemple. C'est ça, c'est le vivre ensemble qui est en péril. Et puis la seule manière, à mon avis, en tant que citoyen, en tant qu'artiste, c'est de continuer de résister, de continuer de vivre, et de fabriquer des choses et de continuer de vivre, voilà, tout simplement. Moi, je pense aussi aux victimes des mêmes causes, qui sont en Turquie, qui sont au Yémen, qui sont au Liban, qui sont en Syrie. On est dans le même monde, quoi. Et donc, tout ce qui est en train de... L'unité, elle ne doit pas être qu'une unité nationale, elle doit être commune. On doit faire ensemble, quoi. Donc, bien sûr, il faut continuer, nous, de chacun de sa position où il est. Et donc, en tant que artiste, créateur, etc., continuer, bien sûr.